Tu te rappelles le sourire du dragon? Non, Donjons et Dragons, la série animée. non plus. Parfois, les recettes les plus simples sont les meilleures, pour peu qu'elles soient réalisées correctement. Je ne dis pas qu'il faut s'interdire de sortir des sentiers battus et avoir des histoires inventives, originales, surprenantes, ni qu'il faut s'empêcher d'avoir des ambitions et de jouer avec les attentes du spectateur. Mais le fait est que c'est un pari plus risqué. L'auteur de fiction qui prend ce genre de risque a tout mon respect. Mais au final, ce que j'attends d'une histoire, c'est avant tout d'être réussie. Si elle l'est, peu importe qu'elle m'ait déjà été racontée une vingtaine de fois. Donjons et Dragons, alias le sourire du dragon, ne cherche pas à être une histoire en particulier. C'est une série qui cherche à être sa propre version de l'histoire classique du groupe d'aventuriers qui explore un monde d'heroic fantasy, visite des donjons et affronte des dragons. À ceci près que ce groupe d'aventuriers vient du monde réel car l'œuvre d'origine est un jeu de rôle et qu'on a voulu transposer ça dans l'adaptation en dessin animé. Avant tout confession, je ne suis pas rôliste. Ami de rôliste et petite amie de rôliste, mais pas rôliste moi-même. Ma seule expérience du jeu de rôle est une longue partie de Warhammer entamée à l'arrière de la voiture avec mes frères lors d'un tour d'Italie dans les années 2000. Comprenant très vite qu'il n'était pas si commode de faire rouler un dé 20 sur la tablette du siège auto, nous avions vite convenu de remplacer chaque jet de dé par une partie de pierre-ciseaux-papier contre le MJ, ce qui modifiait considérablement le taux de réussite. Bref, si une référence quelconque au milieu rôliste s'est glissée dans la série, désolé tout le monde, mais elle me sera passée à côté. Et croyez-moi, ce n'est pas grave, parce que cette série a suffisamment à offrir pour être appréciée par ceux qui n'y connaissent rien dans le jeu de rôle. Peut-être que quelque part, il faut tout de même garder en tête que cette série est l'adaptation d'un jeu de rôle, et que par conséquent, l'univers devra être un univers classique de jeu de rôle. Les créatures rencontrées devront être des créatures typiques tirées telles quelles du bouquin du maître du jeu, et que l'objectif de la série n'est pas vraiment de construire son propre truc. Ceci étant posé, nous nous retrouvons à suivre les aventures touchantes et bien menées de personnages sympathiques dans un univers qui fait rêver. Personnellement, ça me suffit à estimer que j'en ai pour mon argent. Il n'y a pas plus d'efforts que nécessaire investis dans cette série, mais il n'y en a pas moins. Enfin, ça c'est facile quand on a de bons scénaristes. Un premier élément qui montre que la série n'a pas l'ambition d'être autre chose qu'une histoire bien classique. Donjons et Dragons n'est pas une série à suivre. Même pas une série semi à suivre. Il n'y a rien qui vienne contredire l'idée qu'il y ait une chronologie, mais les intrigues de chaque épisode sont totalement indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas de progression vis-à-vis de l'enjeu principal. Il faut dire que l'enjeu principal étant ce qu'il est, le jour où il progressera, il se résoudra une bonne fois pour toutes. Mais plus particulier encore, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Enfin, pas de début et pas de fin, c'est un peu plus compliqué que ça. Si je dis qu'il n'y a pas de début, c'est parce qu'il n'y a pas d'épisode qui raconte le début de l'histoire. Ce début est raconté, ou plutôt, ce début est expédié dans le générique d'introduction. Enfants perdus dans l'inconnu, ils trouveront le sourire des dragons. Donjons et Dragons, la grande aventure. Non, je suis sérieuse. Ce générique est le seul et unique récit qu'on aura de comment les héros ont atterri dans l'univers de la série. Et de comment ils ont acquis les objets magiques qui leur donnent leur pouvoir. Bah, c'est un peu comme dans Flipper et l'Opaka. Je pêchais dans mon canoë, les nuages noirs ont envahi le ciel. Ouais, si tu veux. Et encore, en version américaine, on a des dialogues pour exposer un peu la situation. That was Venger, the force of evil. I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons. Un peu comme dans le générique de Robin des Bois Junior. Et un peu comme dans Flipper et l'Opaka. Dans la tempête j'ai lutté, submergé par des vagues démentielles. Ta gueule. En VF, disais-je donc, il y a juste la chanson. Et ok, c'est ballot parce que du coup on perd des infos, mais je préfère vraiment la VF du générique. Indépendamment du fait que j'aime la chanson, ça m'a toujours exaspéré ces dialogues répétés à chaque épisode au début de Robin des Bois Junior. On va nous fait porter un petit envoi exprès. C'est passé, Mac. Avec dévotion, petits gens. À toi, Alan. Le temps d'une balade. À l'arrière. Un générique, c'est quelque chose qu'on va entendre une vingtaine, une cinquantaine de fois. Il faut que ce soit agréable à entendre et que ça saoule pas au bout de 2 minutes. Un générique, il faut que ce soit une musique ou une chanson.
Pas une scénette dont on se lasse une fois qu'on l'a vu 2 ou 3 fois. De toute façon, c'est quoi cette idée de n'introduire le pitch de base que dans le générique? Au moins, dans Robin des Bois Junior, il donnait des détails de background au fil des épisodes, et d'ailleurs, le générique ne servait qu'à présenter l'équipe des héros. Je vous ai dit que j'aimais la chanson. Après, je peux comprendre qu'elle ne fasse pas l'unanimité. Elle passe d'un couplet tout doux à un générique épique sans transition, avec une instrumentation un peu pompière, et elle est chantée par Dorothée. Bon, ce dernier point n'est pas forcément un défaut à mes yeux. On dira ce qu'on voudra de Dorothée, mais elle avait une belle voix à l'époque. Peut-être encore maintenant, mais je l'ai pas entendu chanter récemment. Quoi qu'il en soit, le générique de Donjons et Dragons peut avoir l'air très classique et un peu nunuche, mais j'ai envie de répondre, et alors? C'est une chanson agréable à entendre, qui résume ce qui se passe dans la série, bien chantée, avec des paroles simples mais efficaces pour vous mettre dans l'ambiance. Que demande le peuple? Contrairement à Robin des Bois Junior, la série livrera assez peu d'éléments de background ailleurs que dans le générique. Par contre, comme ça arrive souvent dans ce genre de cas, le premier épisode a toutes les caractéristiques d'un premier épisode. Comme dans Teddy Godzilla, le premier épisode de Code Lyoko, on commence en situation, mais on trouve des prétextes pour faire autant d'expositions que possible et expliquer quelles vont être les règles de la série. Là-dessus, il serait peut-être temps que je vous raconte plus en détail. Donc, une bande de jeunes américains des années 80 se rendent un jour à la fête foraine à côté de chez eux et décident de faire un tour de train fantôme. Suite à un phénomène paranormal dont la cause ne sera jamais vraiment expliquée dans la série, mais qui semble se produire relativement couramment, la rame sur laquelle ils sont est aspirée dans une faille spatio-temporelle et ils se retrouvent projetés dans un univers parallèle, moyenâgeux et magique, peuplé de dragons et parsemé de donjons, même si ce deuxième aspect des choses n'est pas ce qui va les intéresser le plus sur le moment. Ils constatent en arrivant qu'ils ont changé de vêtements. C'est d'autant plus curieux qu'ils ont apparemment réussi à garder quelques possessions personnelles de leur monde. Voyant ces jeunes ados désemparés et seuls dans un univers hostile, un puissant mage / dieu / nain de jardin / on ne sait pas trop quoi à vrai dire, surgit et leur attribue à chacun une classe et un objet magique dont le pouvoir leur permettra de survivre le temps de trouver un passage qui les ramène dans leur monde. Les passages en question sont nombreux, c'est juste qu'ils s'ouvrent généralement à des conditions très précises. Souvent, l'enjeu de l'épisode est de rassembler ces conditions, ce que les héros arrivent généralement à faire, mais il y a toujours un triste concours de circonstances qui les empêche de se servir du passage pour rentrer. Tout en cherchant le moyen de rentrer, les héros en profitent pour héroïquer un peu dans le coin, qui en a bien besoin, vu qu'il subit les attaques d'un seigneur des ténèbres en quête de pouvoir absolu, qui répond au doux nom de vengeur. Il y a aussi un autre méchant principal dans l'histoire, qui s'appelle Tiamat, mais il ne fait jamais grand chose d'important. J'y reviendrai. Voilà pour le pitch. Pas de quoi casser 3 pattes à une licorne? Oui, au fait, je vous ai pas dit, mais dans la foulée, ils adoptent une licorne. Les épisodes peuvent être très inégaux, mais les plus mauvais ne sont pas assez mauvais pour contrebalancer à quel point les bons sont. De toute façon, ces mauvais épisodes sont surtout vers la fin de la série. Toute la 3e et dernière saison, notamment, est d'une qualité considérablement plus basse que le reste en termes d'écriture. Puisqu'on parle de la fin, j'ai dit qu'il n'y avait pas de début ni de fin, mais que c'était un peu plus compliqué que ça. Je me suis expliqué pour le début. Maintenant, la fin. Il n'y a pas plus d'épisodes de fin qu'il n'y a d'épisodes de début. Par contre, on sait qu'ils vont rentrer chez eux. Bon, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, et on ne sait pas combien de temps se sera passé dans leur monde pendant leur absence. Il reste visiblement des mois dans la dimension de Donjons et Dragons, en tout cas assez longtemps pour fêter l'anniversaire de Bobby. Par contre, plusieurs indices permettent de déterminer que pendant ce temps, il ne s'est écoulé qu'une journée chez eux. Quand tu seras chez toi, téléphone à nos parents. Dis-leur que nous allons bien et que tout est superbe. On rentrera chez nous dès que nous aurons trouvé un passage. Attention une minute. Vous êtes tous dingues ou quoi? On est dimanche soir, vous êtes allés à la fête foraine et moi je n'ai pas pu y aller à cause de mes devoirs. Vous vous rappelez? En revanche, ce qui est vraiment complètement sûr, c'est qu'ils vont bel et bien rentrer chez eux un jour. Nous sommes dans un univers où la divination existe. Nous entendons plusieurs prédictions qui nous permettent de savoir que les héros rentreront. Et nous assistons même à une de ces prémonitions, ce qui nous permet d'avoir au moins une scène dans le cadre montrant les retrouvailles d'un des héros avec un être cher qui l'attend sur Terre. C'est déjà plus qu'on peut en dire de Spider-Man la série animée. Oh, arrête avec ça. Bref, comme j'ai dit, le scénario ne casse pas 3 pattes à une licorne. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qui va vraiment faire l'intérêt de la série, c'est la façon dont chaque épisode va être mis en scène. Le style narratif est très épuré. Ça ne veut pas dire qu'il est simpliste, même si parfois on a des éléments de mise en scène qui manquent un peu de subtilité. Ça veut surtout dire qu'il vise avant tout à être efficace sans plus de fioritures. On ne montre dans le cadre que ce qui concerne l'intrigue, et les dialogues ne parlent que de ce qui est nécessaire sans prendre la peine de s'attarder. Par moments, ça peut avoir l'air expéditif, mais la plupart du temps c'est efficace. Ça donne le sentiment de se faire conter une légende.
Les contes classiques sont souvent écrits dans ce style un peu avare de détails mais très explicite sur l'essentiel. Par moments, le caractère expéditif des dialogues donne le sentiment que la réaction des personnages est un peu artificielle, comme dans l'histoire d'amour de Diana. Mais ce n'est pas plus artificiel que peut l'être un spectacle marionnette avec une gestuelle hyper codifiée et des situations types agencées de manière à être reconnaissables par des spectateurs habitués à ce type d'histoire. D'ailleurs, ce n'est vraiment gênant que pour les intrigues amoureuses, vu que les protagonistes qui tombent amoureux le font en général en quelques secondes, et que même si ces quelques secondes sont occupées à démontrer combien leurs esprits et leurs âmes s'accordent bien, le spectateur ne peut pas profiter de leurs émotions, qui d'ailleurs sont plus dites que montrées. Mais c'est tout simplement parce que ce n'est pas l'objectif. La série n'a pas l'intention d'avoir une partie sitcom. D'ailleurs, Hank et Sheila sont probablement en couple. Et ce très probablement depuis avant le début de leur aventure. Mais ce n'est jamais dit ni évoqué, seule la gestuelle permet de l'envisager. Les sentiments ne sont pas le sujet de la série. Le sujet, c'est les aventures. Bon, parfois les épisodes s'autorisent à avoir un sujet un peu plus profond. Peut-être un peu trop même. Du moins, au point de ne plus l'assumer au moment de l'animation. Nous avons déjà évoqué cet épisode sur le nazisme. Non, pas une métaphore du nazisme, le vrai nazisme de la Seconde Guerre mondiale. Étant donné qu'apparemment, les portes entre le monde magique et le monde réel peuvent ouvrir sur l'époque qu'on souhaite, le plan du jour de Vengeur consiste à enlever un pilote de guerre nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, pour ensuite le renvoyer chez lui aux commandes d'un engin plus perfectionné d'une époque plus avancée. L'idée est que, du coup, les nazis gagneront la guerre, et la réalité d'où viennent les héros n'existera jamais, ce qui devrait logiquement entraîner leur disparition. Le hic, c'est que le pilote qui l'enlève n'est pas réellement un nazi dans l'âme, et voit dans le fait d'être aspiré dans une dimension parallèle une chance d'échapper au nazisme et de vivre une vie plus en accord avec sa conscience. Cette idée de base est formidable. Elle véhicule à la fois l'idée que les horreurs de l'histoire avec un grand H n'ont pas seulement été le fait de méchants très méchants qui se sont emparés du pouvoir, mais aussi de gens très ordinaires qui se sont laissés entraîner, et aussi de l'importance de résister, puisque notre soldat allemand finira par rejoindre son époque et devenir un résistant à la fin de l'épisode. L'histoire est racontée d'une manière très simple et épurée comme tout le reste de la série, et malgré l'évocation du nazisme, ça reste un conte, et la morale reste généralisable à toutes les situations. Du coup, le mot nazisme n'est jamais prononcé. Ça encore, c'est nécessaire à l'esthétique. Ce qui était moins nécessaire, ce qu'il aurait même été indispensable de ne pas faire, c'est censurer la croix gammée, qui devient du coup le seul moyen de savoir exactement de quoi on est en train de parler. Je ne me souviens pas d'avoir vu cet épisode enfant, je n'ai aucune idée de ce que j'aurais compris. Heureusement, l'ayant revu adulte, j'ai pu l'apprécier à sa juste valeur. La série marche pour deux raisons. La pureté de sa narration et la sympathie de ses personnages. Ils ne sont pas forcément complexes, mais ils sont campés de manière efficace et sont tous plus attachants les uns que les autres. Que demander de mieux? Présentons-les donc plus en détail. Hank et le Ranger. Ranger, c'est déjà un truc qui me mystifiait dans le donjon de Nullbuck. Pour moi, un Ranger, c'est Chuck Norris. Ranger, en français, je connais pas. Si j'en crois le dictionnaire, ça veut dire garde champêtre. Le rôle d'Hank en tant que personnage de jeu de rôle, c'est d'être un archer, éventuellement un éclaireur ou un rôdeur. Je veux pas faire ma chauvine, mais il y a plein de mots français pour désigner ce qu'est Hank. Bah, en réalité, le terme aurait bel et bien dû être rôdeur, vu que c'est la traduction officielle de Advanced Dungeons & Dragons, la 2e édition. Ok, merci pour la précision. C'est aussi la traduction utilisée dans Le Seigneur des Anneaux. Ça ira, merci. Hank n'a pas vraiment de personnalité. C'est le chef du groupe, donc le héros, mais un héros façon Tintin, assez lisse pour que tout le monde s'identifie à lui. Du coup, dans le groupe, il est aussi le Jack William Dalton, le personnage qui permet au groupe d'être un groupe, et pas une somme de personnalités distinctes qui n'arrivent pas à fusionner en une entité groupe. Et quand j'y songe, donner le rôle du Jack William Dalton au chef est une assez bonne idée. Le fait que ce soit le gars normal qui dirige le groupe et prend les décisions fait qu'il a un autre rôle dans le groupe que d'être le gars normal, et ça rend son aspect normal d'autant plus discret. Et un bon Jack William Dalton est un Jack William Dalton dont on ne remarque pas du premier coup qu'il est le Jack William Dalton. En outre, mettre au centre le gars normal et lisse auquel le spectateur peut s'identifier parce qu'il est une véritable page blanche sur laquelle on peut projeter n'importe quel fantasme, c'est un bon moyen d'investir le spectateur dans l'histoire. Concrètement, Hank est raisonnable autant que peut l'être un adolescent particulièrement mature, courageux, responsable, soucieux d'autrui et de ses amis, et sérieux, ce qui ne l'empêche pas de faire une petite blague de temps en temps ou de taquiner ceux qu'il aime quand il a l'occasion. Comme je disais plus tôt, il est probablement en couple avec Sheila, et ce dès le début de la série, mais ce ne sera jamais que sous-entendu parce que la série n'est pas sur ça. Le pouvoir d'Hank lui vient de son arc, qui tire des flèches de lumière et un peu n'importe quoi en lumière en fait. Très souvent des lassos. L'arc lui-même peut s'animer pour indiquer vers où il faut aller pour trouver ce qu'on cherche.
À l'instar de Hank, cet arc n'a rien de particulier, c'est juste un objet magique classique. Au final, le truc le plus marquant concernant Hank, c'est sa voix en VF. Ne faites pas de bruit. Je ne sais pas ce que c'est, mais je n'ai pas envie qu'on sache que nous sommes là. Oui, ce mec est mineur, je vous jure. À l'instar de beaucoup de séries des années 80, celle-ci n'a pas une très bonne VF, et cette voix n'est clairement pas appropriée pour un personnage comme Hank. Oui, nous connaissons le grand maître, c'est lui qui nous a envoyés ici. Pas qu'elle ne soit pas sexy, mais bon. Mais tu viens de dire que... Qu'il était mineur. Sheila est la voleuse, c'est-à-dire en termes de rôliste, l'espionne chargée des missions d'infiltration. Son pouvoir lui vient d'une cape qui la rend invisible quand elle en rabat la capuche. Enfin, invisible, immatériel, c'est pas très clair. Une fois qu'elle est invisible, ses adversaires passent à travers l'endroit où elle était juste avant. Bon, elle est peut-être très rapide et change de position juste avant la collision, mais d'autres fois, quand elle réapparaît plus loin, c'est très rapidement, on dirait qu'elle s'est téléportée. Mais du coup, pourquoi laisse-t-elle des traces de pas ? Et comment peut-elle soulever des objets ? Et pourquoi ne passe-t-elle pas à travers les murs ? Bon, disons qu'elle est vraiment très vivace et a une grande habileté. En tout cas, elle peut dissimuler sa présence très facilement et tire le meilleur parti de cette capacité. Dans les premiers épisodes, elle sert assez peu. Les situations d'infiltration, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus vendeur pour commencer une série. Dans ces circonstances, elle se retrouve surtout à être la personne qui formule les évidences à voix haute pour résumer la situation aux petits spectateurs. Ce démon garde le passage qui vous permet de rejoindre votre monde. Autrement dit, il va falloir qu'on ait affaire à lui. Comme en plus elle est en rose et parle avec une voix assez douce et aiguë, on pense qu'elle va être la nunuche de service dans toute la série. Naïfs que nous sommes. Dès qu'il commence à se produire des situations où le pouvoir de Sheila peut être exploité, on réalise combien ce chara-design et cette voix ont été trompeurs. Car Sheila n'est pas seulement une excellente voleuse. À l'instar des personnages de One Piece, elle a beau avoir un pouvoir a priori peu offensif, elle arrive à trouver comment l'exploiter efficacement en combat. Qu'elle soit rapide ou réellement capable de se dématérialiser, ce type de technique implique d'avoir un sens aigu de la stratégie, de l'espace et de la situation. Une autre conséquence de son pouvoir est que, vu qu'elle est à même de se dissimuler en cas d'embuscade, elle se retrouve assez souvent en situation d'aller sauver les autres qui se sont fait capturer. Là encore, c'est assez amusant de penser qu'on a donné le costume rose au personnage qui allait jouer ce rôle-là. Trop d'énergie rose pourrait être dangereux. Du point de vue du caractère, Sheila sait faire preuve d'esprit d'initiative, de sens des responsabilités et d'une grande compassion. Elle se distingue peut-être du groupe par le fait d'être plus souvent la personne qui angoisse pour la sécurité de l'équipe, en particulier celle de son petit frère Bobby. Mais vu le petit frère en question, cette angoisse n'est pas forcément justifiée. Bobby est le barbare. D'où être le barbare est une classe et pas une race. Bah en fait c'est bien une classe. Techniquement c'est un mode de vie, type de société, niveau de culture. En théorie on peut avoir des barbares de elfes, demi-orques, humains, etc. Ok, j'ai rien dit. Donc Non, rien. Donc ce mignon petit gamin blond au visage angélique est le badass tête brûlée de service qui fonce tête baissée dans le tas et se révèle avoir raison de le faire. Ça dépasse la fille en rose qui se retrouve très souvent à sauver les autres. D'habitude, l'enfant dans les dessins animés, c'est la petite créature fragile au pouvoir psychique. Mais comme dans un vrai jeu de rôle, le grand maître a attribué les fonctions suivant la personnalité, pas l'âge. Bobby étant particulièrement proactif et force de proposition, le grand maître lui a donné une massue en bois à laquelle rien ne résiste. C'est l'arme la plus offensive du groupe. Vous notez que personne n'a d'épée, les épées c'est trop classique. À charge de Bobby donc d'être le joueur qui ouvre la marche, éclaircit les rangs ennemis et attire toute la puissance de frappe sur lui. C'est le tank quoi. Ils s'en foutent. Bobby est très efficace dans son rôle et il prend même un certain plaisir. Ce qui fait un peu penser à Hot de Code Lyoko. Ça avait fait. Laisse Bobby le barbare régler le compte à ces petites bestioles. Bon, dur de se rappeler qu'il est enfant, mais c'est moins pire que la voix de Hank. Diana est l'acrobate, car c'est l'athlète du groupe. Et oui, elle est afro-américaine. Oui, à l'époque de la série, on attribuait très souvent le rôle de l'athlète au noir. Et non, ce n'est pas la chose la plus intéressante qu'il y a à dire sur ce personnage. Mais si vous tenez à ce que je fasse un commentaire sur l'effet que ça a sur les petits spectateurs de voir toujours le noir dans le rôle de l'athlète, figurez-vous que jusqu'à ce que je revoie la série adulte, je n'ai jamais réalisé que Diana était afro-américaine. Jamais. En Heroic Fantasy, le rôle de l'Amazone à demi-nu est quasiment toujours joué par une elfe ou une dryade. Donc le fait que le personnage qui joue le rôle ait une morphologie un peu différente des autres personnages paraît logique. On ne réfléchit même pas au type de morphologie que c'est, ni au fait que c'est un cliché. En Heroic Fantasy, réutiliser les clichés à bon escient marche toujours beaucoup mieux que de les détourner.
On consomme de l'heroic fantasy, a fortiori dans les jeux de rôle, pour retrouver les schémas familiers de ce type d'histoire et explorer des situations spécifiques sans avoir à s'attarder sur les détails spécifiques de l'univers. Les univers inventifs, c'est mieux pour la science-fiction. Bon, ok, avis très personnel et non documenté de lectrice-autrice de SFF. Mais sincèrement, je ne vois pas l'intérêt de faire une série sur le jeu de rôle à la base de tout l'imaginaire d'une génération en matière d'heroic fantasy et de s'éloigner des clichés classiques du genre. Diana est la sportive, donc. C'est surtout ça, son caractère. Elle est dynamique, volontaire, a l'esprit d'équipe, et il lui faut en général que quelques secondes pour prendre la décision qu'il faut sur le terrain. Son arme est un bâton qui grandit quand elle l'attrape à pleine main. Non, je ne ferai pas de blague à ce sujet. Ok, si vous y tenez, ce serait bien qu'elle l'utilise à la tour Karine. Bien que moins redoutable que la massue de Bobby, ce bâton sert à frapper les ennemis ou du moins à les faire tomber en leur faisant perdre l'équilibre. Sa capacité à s'allonger ou rétrécir lui sert surtout à être rangé facilement. À part ça, il semble assez difficile à briser et de toute façon, le briser ne l'affecte pas outre mesure. Presto est le magicien. C'est aussi le timide pas sûr de lui, qui a des lunettes et un appareil dentaire qu'il fait zozoter en français. Attendez, ce sont peut-être les enfants perdus dont parlait le grand maître. Et oui, c'est très énervant. Et non, on s'habitue pas. Mais il a également un chapeau dont il peut sortir à peu près tout ce qu'il veut et à peu près tout ce qu'il ne veut pas. La maîtrise de Presto de sa magie varie selon les besoins du scénario. En VF, la façon dont ses sorts échouent ou réussissent semble assez aléatoire. Je suppose qu'en VO, le problème est que ses vœux sont réalisés de manière trop littérale, mais que les jeux de mots ne sont pas passés à la traduction. En revanche, vu qu'en français il zozote, on peut toujours se dire qu'il prononce trop mal pour maîtriser le vouloir et le verbe. Presto est le plus fragile et le plus timoré du groupe, ce qui fait que c'est souvent lui qui se retrouve à démontrer que le vrai courage n'est pas d'ignorer la peur, mais de la vaincre. Il a également le rôle de détendre l'atmosphère en étant au centre de tout un tas de gags liés à sa maladresse. Pour autant, l'humour ne repose pas entièrement sur lui. À ce niveau-là, on peut compter sur la véritable vedette de la série, Eric. Eric est le cavalier. Toujours là ? Toujours. En 83, la classe paladin, ça s'appelait la classe cavalier ? C'est une question qui se répond par oui ou par non. Déjà, en 83, les classes, ça fonctionnait pas pareil. Déjà, seuls les humains pouvaient avoir des classes. Et il n'y avait pas de paladin, de cavalier, de chevalier ou quoi que ce soit d'équivalent. D'ailleurs, il n'y avait pas non plus de rôdeur ou de barbare. Mais attends, tout ce que t'es venu me raconter jusqu'à maintenant, ça vient des éditions plus récentes. Mais si ça vient des éditions plus récentes, ça peut pas avoir inspiré la série ? Ok, tu sais quoi ? Laisse tomber. Eric est le cavalier. Pas le chevalier, pas le paladin, le cavalier. Y a pas comme un truc qui lui manque pour ça ? Genre un animal à quatre pattes pour monter dessus ? J'ai dit monter dessus, elle est trop petite. Bon, écoutez, c'est un noble chevalier en armure, ok ? Je sais pas pourquoi le grand maître décide d'appeler ça un cavalier au lieu d'un paladin, mais bon, il est le grand maître, il fait ce qu'il veut. Eric est mon personnage préféré, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire vu son allure de prince de Lu, ce n'est pas l'équivalent de Rigel dans Goldorak. Rigel est attachant parce que ça a beau être le personnage bête et ridicule, ses excentricités font beaucoup de bien au moral de son entourage. Eric n'est ni bête ni ridicule, mais d'un certain point de vue, ce qui fait que son personnage marche, c'est un peu ce qui fait que le personnage de Rigel marche. Eric, à première vue, c'est censé être un personnage de type Couette-Couette d'Erasmoquette ou Bianca dans Club BCBG. Je soupçonne qu'à la base, l'intention des scénaristes était qu'il soit ça, mais qu'ils ont rajouté des éléments qui font que, malgré eux et pour le mieux, Eric est devenu autre chose de plus original et de plus intéressant. Eric est bien un gosse pourri gâté, il passe énormément de temps à parler de combien ses parents sont riches, mais ça sert principalement à ce que ce soit celui qui est le plus désireux de rentrer et de retrouver le confort de la vie moderne, et plus malheureux d'être là. Son caractère aigri étant justifié comme ça, il devient facile à accepter. Le fait qu'il soit, du coup, celui qui passe le plus de temps à se plaindre, ou se charge de dire les trucs cyniques, ou de faire les reproches à ceux qui ont merdé, n'est que la juste conséquence de son personnage. On ne lui en veut pas, d'une part parce que son aigreur est franchement justifiée, si Presto se prend les pieds dans le tapis parce qu'il est maladroit, Eric, lui, se les prend parce qu'il a une malchance pas possible, et d'autre part parce qu'en réalité, Eric est un bon gars. On le constate chaque fois qu'on en a l'occasion. Et ce n'est pas façon, il est égoïste la plupart du temps, mais découvre la valeur de l'altruisme au moment où il faut. Non, il est tout à fait altruiste, mais c'est une princesse au poids qui n'aime pas l'inconfort et qui n'a pas peur de le faire savoir. Un peu à la façon de Sonia dans Sonic le Rebelle. Encore une fois, je ne sais pas à quel point ce paradoxe est voulu par les auteurs. Je soupçonne qu'à la base, ils avaient réellement créé ce type pour être la couette-couette du groupe. Seulement, comme arme magique, on lui a donné un bouclier capable de protéger de tout. Du coup, Eric a beau jouer à merveille son rôle d'authentique connard,
C'est dur de le rendre crédible en tant que connard à partir du moment où son arme est un bouclier et qui se retrouve très souvent à s'interposer entre le danger et les autres. Peu importe que ce soit voulu ou non, le résultat c'est qu'Eric est le râleur, mais pas le capricieux ni l'andouille. À noter d'ailleurs que quand les héros perdent leur pouvoir le temps d'un épisode, c'est Eric qui a toutes les idées. C'est cohérent, il est celui qui déteste le plus vivre dans un monde magique. Donc celui qui se débrouille le mieux sans. C'est aussi lui qui fait les blagues drôles. Mais qu'est-ce que vous allez nous faire ? Demain à l'aube, vous subirez le sort que nous réservons aux sorciers et aux sorcières. Mais pourquoi t'as demandé ? En outre, il est réellement un membre du groupe solidaire de ses amis, en dépit de sa différence de caractère et de classe sociale. S'il était avec ce groupe d'ados sur ce train fantôme, c'est parce qu'il était à la fête foraine avec eux. Il est donc bien considéré comme appartenant à ce groupe d'amis. Ma grande déception au moment de revisionner la série a été liée à Eric. Je me souvenais relativement nettement d'un épisode où Eric gagne tous les pouvoirs du grand maître et essaye de s'en servir pour affronter Vengeur, mais réalise au moment de le tuer que ce serait un tort d'utiliser les pouvoirs du grand maître comme ça. Eh bien, figurez-vous que cet épisode n'existe pas. J'ai fusionné dans ma tête un épisode où Hank veut en finir une bonne fois pour toutes avec Vengeur, et un épisode où Eric remplace le grand maître pour une journée. Le deuxième est du coup très décevant par rapport à ce que je croyais qu'il était. Quel dommage. Mais puisqu'on en parle, présentons donc un peu, monsieur. Je donne des noms anglophones aux rôdeurs et des noms de cavaliers aux paladins piétons. Le grand maître est bien évidemment l'équivalent du MJ, du maître du jeu pour ceux qui sont pas habitués au vocabulaire du jeu de rôle. Il est tout puissant et il prépare les scénarios que les joueurs devront vivre pendant la session du jour. Bon, en vrai, dans la continuité de l'histoire, c'est une espèce de dieu vivant tout puissant, mais qui utilise très peu ses pouvoirs. Ça aurait été super intéressant si l'épisode où Eric se retrouve avec tous les pouvoirs de Dieu servait à réaliser qu'utiliser cette toute-puissance pour empêcher le mal d'exister, c'est condamner le monde à la paix de la tombe, comme c'était le cas dans mon souvenir. Mais les scénaristes n'y ont pas pensé, ils ont préféré faire un épisode où Eric se rend compte que les pouvoirs du grand maître ne sont pas faciles à utiliser et que c'est pas si facile de changer la réalité avec un claquement de doigts. Le grand maître n'a pas de difficulté à exercer ses pouvoirs, mais il a bien l'intention d'en faire usage le moins possible. On suppose que c'est pour laisser à son univers la liberté d'évoluer comme il veut, mais c'est pas explicitement dit. En revanche, il y a une chose sur laquelle le grand maître n'a visiblement pas de véritable contrôle, ce sont les portes qui mènent à la réalité et les conditions spécifiques dans lesquelles elles peuvent s'ouvrir. Mais bon, soyons justes, personne n'a de contrôle sur ça dans cet univers. Et le grand maître a l'avantage, par rapport à tous les autres habitants du monde magique, de connaître l'emplacement de toutes ces portes et les conditions à rassembler pour les ouvrir. Il connaît également tous les maléfices et dangers susceptibles d'être croisés sur le chemin des portes et les conditions à rassembler pour les déjouer. Ces conditions impliquant très souvent que les héros fassent preuve spontanément d'ingéniosité ou de valeur morale, ça l'oblige à leur donner des consignes de manière sibylline, comme un guide spirituel classique de fiction. Évidemment, donner le mode d'emploi des sorts et des portes serait plus simple, mais du coup, faire ce qu'il faut ne prouverait aucunement que les héros sont dignes d'avoir l'aide du cosmos, et du coup, la magie ne marcherait pas. C'est pourquoi le grand maître ne parle que par énigme. Ce qui a tendance à pas mal exaspérer Eric. Mais il ne se contente pas d'apparaître au début de l'épisode pour donner ses consignes pour l'aventure du jour à la porte du jour, puis de disparaître derrière des éléments de décor où les héros n'arrivent jamais à le suivre. Des fois, il donne de sa personne en allant jusqu'à se faire capturer par des méchants et rester docilement captif pour que les héros viennent le délivrer et viennent en aide dans la foulée à toute une population d'esclaves. Et non, personne ne se fait la réflexion que bon, il ne peut pas être réellement en danger. C'est forcément une épreuve à destination des héros. Soit les héros sous-estiment grandement ses pouvoirs, soit ils ne veulent vraiment pas prendre de risques. Oh, vous avez des pouvoirs super! Et avec des pouvoirs comme ça, je ne vois vraiment pas comment vous avez pu être capturé. Sauf s'il l'a fait exprès, n'est-ce pas? Du coup, on est tout de même un peu dans la même situation que dans Clémentine, où elle a beau affronter des démons en forme d'insectes, on n'a jamais vraiment peur parce qu'Emera n'est jamais loin et qu'Emera c'est Dieu. Le grand maître, c'est Dieu, même s'il s'interdit de trop intervenir dans les affaires du monde. Et l'équivalent de Malmode dans cette série, Vengeur, bien que très menaçant et très effrayant, est clairement loin d'être aussi puissant que lui. Oh bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas puissant. Il peut prendre les formes qu'il veut et commande une armée de gobelins d'alignement chaotique mauvais qui obéiront à tous ses ordres, mais il ne peut rien contre le grand maître. Et ça l'énerve beaucoup parce qu'il aimerait bien pouvoir devenir maître de sa dimension sans savoir cet empêcheur de conquérir en rond pour le contenir. Étant donné que les armes des héros sont investies du pouvoir du grand maître, il se dit, Vengeur, que ça pourrait bien lui être utile de les récupérer. Il passe donc la série à essayer de retenir les héros dans son monde et de leur voler leurs armes. Ces rapports avec le grand maître ne sont jamais dits de manière explicite dans la série. J'avais un autre faux souvenir comme quoi on comprenait au cours de la série que le grand maître et Vengeur sont frères.
D'après Wikipédia, le film non réalisé qui aurait dû conclure la série révélait que Vengeur était le fils du grand maître. Mais frère ou fils, non seulement ce n'est jamais sous-entendu dans la série, il est seulement montré que le grand maître souffre beaucoup du fait que Vengeur ait choisi la voie du mal et s'en estime plus ou moins responsable, mais l'idée qu'ils soient de la même famille est contradictoire avec un épisode où les héros rencontrent la sœur de Vengeur et réussissent à la convaincre, elle, de devenir bonne. Elle a alors un dialogue avec le grand maître où rien ne laisse paraître qu'ils puissent être de la même famille ou même se connaître de longue date. Si on ne se base que sur la série elle-même, il est plus vraisemblable de considérer que Vengeur a été le disciple du grand maître et a choisi le mal à la suite d'une réflexion philosophique façon Skeloferos dans Mighty Max. Tout le monde commet des erreurs. Vengeur a été la mienne. La plupart du temps, lorsque Vengeur est dans le cadre, c'est pour être confronté au héros. Le reste du temps, on constate qu'il a un repère dans une espèce de grotte dont l'emplacement est indéterminé. Il espionne le reste du monde grâce à une ombre errante qui lui sert aussi de confident, ce qui lui évite d'avoir à monologuer tout seul pour pouvoir nous exposer ses plans diaboliques. C'est un méchant assez stoïque qui maltraite assez peu ses sbires et perd rarement son calme. Bref, il est charismatique et impressionnant et il joue son rôle d'antagoniste à la perfection. Et puis bon, un méchant dont le plan est de changer le cours de l'histoire dans le monde réel pour faire gagner l'Allemagne nazie et créer une continuité où les héros ne sont pas nés, on en dira ce qu'on voudra, mais il ménage pas ses efforts pour faire des plans élaborés. Comme je disais, Vengeur n'est pas tout puissant. On ne le constate pas uniquement à cause du grand maître qui est plus puissant que lui, parce que ça encore ça ne serait rien, vu que si puissant qu'il puisse être, le grand maître n'intervient que peu dans les affaires du monde. Non, on le constate surtout parce qu'il y a dans cette dimension des créatures puissantes et dangereuses sur lesquelles Vengeur n'a pas le contrôle. J'ai dit que j'y reviendrai. La principale de ces créatures est Tiamat. Le statut de Tiamat est complètement indéfini jusqu'à la fin de la série. D'après ce que j'ai compris, dans le jeu, c'est censé être une déesse maléfique qui apparaît sous la forme d'un dragon à 5 têtes de couleurs différentes. C'est bien ça dans la série, sauf qu'on utilise le masculin pour le désigner, et que ça a plus l'air d'être une créature toute puissante qui vit sa vie de son côté qu'un dieu. Il n'agresse les héros que dans la mesure où il le dérange, et si personne ne vient le chercher, en général il ne fait rien. Étant neutre dans le conflit qui oppose Vengeur aux héros, il se voit régulièrement confronté à une tentative de recrutement plus ou moins brutale de la part des deux parties. En effet, la principale raison qui motive Vengeur à récupérer les âmes des héros, c'est que s'il les a, Tiamat sera contraint de lui obéir. Mais Tiamat a en général le dernier mot. Il est trop puissant pour qu'on l'oblige à participer à une guerre qui ne l'intéresse pas. Du coup, ce dragon ne sert qu'à deux choses. Déjà, à justifier le mot dragon dans le titre de la série. D'autre part, à montrer que Vengeur n'est pas invulnérable et que la situation des héros est loin d'être sans espoir. Autre chose de notable à propos de ce dragon, c'est... Tiamat, tu as rencontré ton maître! Oui, comme je disais, entre les erreurs de casting, les répliques qui ont été laissées en anglais, la traduction qui semble parfois faite avec les pieds et donne des dialogues complètement absurdes, et les personnages qui intervertissent leur voix le temps d'une réplique, ce n'est vraiment pas une très bonne VF. Oh, peut-être pas aussi mauvaise que la VF des Souris de l'espace, mais faut avouer qu'on a vu mieux. Indépendamment de la VF, la série n'est pas exempte de défauts techniques. Il y a des calques qui basculent et des erreurs de colorisation. Les puristes trouveront que les personnages ne sont pas toujours très bien dessinés. Mais tout ça reste relativement discret et n'enlève rien à l'expérience de visionnage. Donjons et Dragons est une série toute simple, avec des ambitions simples qu'elle réalise simplement. Et comme elle le fait de manière correcte, cela suffit. Pour avoir su se contenter de raconter des bonnes histoires et l'avoir bien fait, cette série mérite qu'on s'en souvienne.